il est très important de soutenir et de développer ce type d'activité parce qu'elles permettent en fait de créer une culture scientifique et technologique. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer la qualité de notre enseignement dans ces domaines. Ensemble, nous l'avions fait. Ensemble, nous avons su développer une culture scientifique et technologique, promouvoir les savoirs, savoir-faire dans les STEM, mais aussi susciter des vocations. Fort de notre expérience, nous avions su réaliser l'une des prouesses à compter sur les doigts d'une main en Afrique, organiser 8 éditions d'un tel événement avec régularité et consistance en plein 21e siècle. À l'aube de la 9e édition, les résultats sont impressionnants. 52 000 visiteurs, 350 élèves, animateurs, 152 animations scientifiques et ateliers, 132 exposants, 95 conférenciers de renommée internationale. Plusieurs sessions live ayant atteint plus de 5000 personnes, 3 concours nationaux, 15 bourses offertes avec le Sultani Makutano, 44 capsules produites pour le programme Apprendre à la maison, un prototype de respirateur d'urgence développé avec Women's Technology Innovation. Ensemble, écrivant une nouvelle page de ces semaines de la science en RDC, Save the Date. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Raïssa Malou, directrice de l'ASBR Investing in People, qui organise tous les ans en République démocratique la Semaine de la science et des technologies. Alors, nous avons pris l'habitude d'organiser une activité entre nos 2 éditions de la Semaine de la science et des technologies pour mettre en avant un ou une scientifique dont l'engagement, la personnalité et les travaux de recherche nous inspirent. En 2021, nous accueillons Estelle Linac, physicienne spécialisée dans les ordinateurs quantiques. Et cette année, aujourd'hui, donc en 2022, on accueille une chimiste, un vrai produit. Mais avant de la présenter, je voudrais donner la parole à celui, en fait, qui rend cela possible. Alors, c'est mon ami Stéphane Kelmoé, physicien camerounais, un des meilleurs de sa génération, qui, c'est pas tant ses compétences, au-delà d'ailleurs de ses compétences techniques, Stéphane a surtout cette capacité de mettre en relation les gens pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Stéphane, comment ça va? Merci. Pour une fois, j'entends que je suis le meilleur de ma génération. Merci. Ça dure le temps d'un Zoom de 1 heure. Je suis vraiment content. Alors, je suis très content aujourd'hui que tu puisses inviter Katia qui, à mon avis, est une lumière, tu vois, non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique en général. Tu vois, qui a eu un PhD en France à 25 ans, après 2 masters, d'abord un master au Cameroun, un autre en France, avant d'avoir le PhD, après un brevet, et qui a publié des travaux dans des journaux à impact facteur élevé, quoi, tu vois, qui en fait est assez sélective dans ses choix des sujets de recherche et dans la qualité de la recherche à publier. Tu vois, c'est une particularité qui est assez rare en Afrique où on publie tout, n'importe où et partout, juste pour changer de grade. On voit encore des scientifiques qui ne se préoccupent pas du nombre, mais la qualité de ce qu'ils publient, c'est assez rare. C'est pourquoi je lui tire un coup de chapeau. Et c'est pas pour rien qu'elle a été invitée dans la cour du prix Nobel en juin dernier. N'y va pas qui veut. Voilà, mais qui veut. C'est clair. Elle aura l'occasion de nous en parler et on va voir son profil. Mais Stéphane, je crois que ce serait intéressant que tu profites aussi pour nous raconter, pour nous parler de sciences dans la cité. Parce que l'une de tes... tu sais, ça c'est typiquement pour nous les physiciens. C'est que non seulement on est physicien et technique, mais on s'intéresse et d'abord on a à cœur le fait de promouvoir notre discipline, de promouvoir les sciences et d'engager les gens autour de ça. Et tu es un modèle à ce niveau-là. Oui. Oui, en fait, c'est parce que tu as été décideur pendant 1 an, conseiller du président en matière de sciences, éducation, technologie. Et tous les Africains connaissent quel est le problème. Ça date de 1980, depuis Lagos. Voilà. J'étais à Kinshasa, j'ai discuté avec le Premier ministre en charge du budget, l'ex-Premier ministre qui était venu à la Semaine de la Science. On connaît que tout part de Lagos, où on a réuni des brillants économistes comme lui et on a demandé quel est le problème de l'Afrique. Voilà. Pourquoi est-ce que la recherche ne peut pas nourrir le développement? Et la réponse était simple. Il faut que chaque pays donne au moins 1% du PIB à la recherche. Ça n'a jamais été respecté. Et comme il me l'a dit, il y a eu plusieurs
plan de restructuration et tout, et tout, et tout. Et je pense que c'est pour inciter les décideurs à le faire, tu vois, à respecter ce plan qui, à mon avis, est déjà archaïque. Tu vois, peut-être maintenant il faut 2% ou 1,5%. Ce sont les scientifiques eux-mêmes qui doivent s'engager, sortir des labos. Si on a grandi en Afrique avec le tabou selon lequel les brillants ne doivent pas parler, c'est pour ça que les derniers de la classe ont pris l'espace public, l'espace politique, l'espace décisionnel. Donc, les scientifiques eux-mêmes doivent. Et j'ai été inspiré par plusieurs scientifiques prix Nobel qui comme Michael Thorne, qui est aux États-Unis, qui a découvert les ondes gravitationnelles et tout. Ce sont des gens qui ont passé le temps à communiquer au grand public, pousser les décideurs américains à investir même dans les sciences spatiales et tout. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et le meilleur moyen de passer de la science au grand public, c'est avoir les vitrines publiques qui sont les célébrités, les stars des cinémas. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble et on a fait le projet ça dans la cité, qui a pris du temps, mais qui est en train de graduellement, tu vois, nous permettre d'atteindre l'objectif. Et je te remercie de m'avoir donné la tribune en premier, voilà, de m'avoir invité à Kinshasa. Et quand on entend que c'est la conseillère du président qui m'a invité, ça donne du poids. Et c'était aussi une question scientifique auprès des décideurs. Je ne te dirai jamais assez merci. Non, mais c'est avec grand plaisir. Ça nous a fait plaisir de te recevoir avec Hervé, qui est une star. J'ai toujours étonné comment est-ce que quand il arrive ici, il a plus de succès que toi et moi, Stéphane. Voilà. Tu imagines qu'il joue le rôle d'un grand scientifique dans un film, combien de vocations ça va susciter? C'est un peu ça l'idée derrière. Exactement. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on l'a justement récompensé lors de la 9e édition de la Semaine de la Science qui a eu lieu du 18 au 22 avril. C'est justement pour son engagement à accepter de mettre son image et sa notoriété pour promouvoir les sciences. C'est très bien. Et dis-moi un peu maintenant, les épisodes des Sciences de la Cité sont diffusés où? La première diffusion a eu le VOD. Il y a une plateforme africaine, le Netflix africain. C'est 2 jeunes Camerounais. Ils viennent de Belgique. Tu vas beaucoup les aimer. Ils ont à peine 30 ans. Ils ont développé une plateforme qu'on appelle Cinéma africain, en abrégé CINAF. Et c'est un peu comme Netflix, quoi. Tu vois, ils achètent des produits. Ils avaient acheté la série. Ils ont diffusé là-bas. Et puis maintenant, ils ont créé une télé, c'est-à-dire accessible par câble ou satellite, quoi. Tu vois. Donc, les familles qui sont démunies, mais qui, entre parenthèses, volent même le câble, souvent chez le voisin, peuvent suivre aussi la cité. C'est ça le but du projet Making Science the Star. So, science within everyone's reach in Africa, dans la portée de tous, même des plus démunis, quoi. Tu vois. Et donc, actuellement, ça passe sur CINAF, la chaîne de télé, quoi. Avant ça, c'était sur Dash de Pascal Pierre que tu as rencontré à Berlin, qui est aussi une autorité dans le milieu culturel au Cameroun, qui avait compris l'importance de faire passer les contenus pareils. Parce que chez les décideurs, le problème était que, comme la culture scientifique est faible en Afrique, ils se demandaient, mais si on passe déjà le contenu, est-ce que ça va attirer l'audience, tu vois? Donc, Pascal Pierre a donné un grand coup de pouce en acceptant de passer ça dans sa télé. C'est ce qui encourage les autres. Comme il y a un autre monsieur aussi qui est très ancré dans la culture au Cameroun, qu'on appelle Cyril Bojiko, le monsieur radio, le Alain Foucault local. Ouais, donc lui aussi, il a pris ça sur sa chaîne télé. Quand des personnalités comme ça s'intéressent, ça devient intéressant, quoi. Absolument. Et ben alors, donc du coup, ici, on va pouvoir passer à notre intervenante du jour. Mesdames et messieurs, on va vous présenter Dr Katiane Chini, qui est chercheur en chimie minérale. On va passer une vidéo parce que la télévision camerounaise a fait son portrait hier et on a la chance de repasser la vidéo ici pour notre webinaire de son portrait. La technique, si elle veut bien nous passer la vidéo de présentation de notre intervenante. Il s'illustre à l'international de par son talent et ses recherches. Katia Chini-Nono est docteur en chimie et vient de participer à seulement 35 ans au plus grand forum de sciences dans le monde, le meeting de Lindau en Allemagne. Son portrait nous est dressé par Daniel Anissé-Gauthier. Elle est une source intarissable de connaissances, une véritable lion indomptable de la science. À 35 ans, Katia Chini-Nono fait partie de cette jeunesse dynamique sur qui le Cameroun et l'Afrique peuvent compter. Du 26 juin au 1er juillet dernier, elle a représenté valablement notre pays au prestigieux meeting de Lindau en Allemagne, le plus important regroupement scientifique au monde.
Elle a été sélectionnée parmi la crème des jeunes chimistes à travers les 5 continents. En ce qui concerne ma participation à la dernière réunion des prix Nobel à l'INDAO, je suis très contente parce qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est une opportunité unique pour tout jeune chercheur ou alors tout jeune scientifique d'être en présence de telles personnalités qui sont des épitomes de la science dans leur domaine respectif. La chimie n'a plus de secret pour cette jeune femme, docteur depuis 10 ans. En 2012, alors qu'elle n'a que 25 ans, elle va soutenir à l'Université de Strasbourg une thèse de doctorat PhD sur les méthodes de diagnostic rapide de la maladie d'Alzheimer. C'était très intéressant. Nous avons d'ailleurs eu un brevet d'invention qui est aujourd'hui utilisé pour le diagnostic plutôt de la maladie Covid-19. Et par contre, je trouvais que ce n'était pas assez en lien avec les problèmes de la communauté dont je suis issue. En tant que chercheur indépendant, je m'intéresse à des problématiques liées à ma communauté, à l'instar des questions liées à l'environnement, mais également au traitement des eaux usées. Ces travaux de recherche vont la conduire dans plusieurs pays du monde. Mais ses connaissances, le docteur Katia a décidé de les mettre au service de son pays. Aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, il y a des problèmes liés à la prolifération des moustiques, il y a des problèmes liés à la ressurgence du choléra. Et afin d'apporter une contribution aux actions qui sont menées dans ce sens, mes travaux de recherche portent actuellement sur le développement de catalyseurs pour un meilleur traitement des eaux usées. Aujourd'hui, elle est chargée de cours à l'université de Yaoundé 1. Hors des labos et amphithéâtres, Katia Chiminono est mère de 3 enfants. Avant-dernière née d'une fratrie de 4, elle est l'opposé de sa maman qui a étudié plutôt la littérature et aujourd'hui, professeure de droit à la retraite. Il y a certainement des jeunes qui souhaitent suivre les pas de Katia dans la région de l'Est, dans les départements du Oignon. Waouh, tu as rajouté de plus. Katia, bonsoir et merci de nous avoir, d'être venu, d'avoir accepté, pardon, de participer à notre webinaire. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonsoir Aïssa, bonsoir Stéphane et bonsoir à tous les auditeurs. Alors je souris, je suis un peu émue parce que c'est la première fois que je vois le reportage. Je sais qu'il a été... Vous ne l'avez pas vu hier soir? Non, je ne l'ai pas vu hier soir. Pourtant, Stéphane l'a partagé à tout le monde en nous disant il faut regarder en direct le reportage de Katia. Effectivement, disons qu'il me l'a partagé à moi aussi, mais j'étais plus en train de répondre aux membres de la famille qui m'appelaient, qui avaient partagé, et donc finalement, je n'ai pas regardé. Mais merci de me donner l'opportunité de le voir, c'est assez fidèle. Je trouve qu'il est même élogieux, donc je le prends avec beaucoup d'humilité. Au même titre que les présentations que vous avez faites en ce qui me concerne. Non, mais pour nous, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir, vraiment, Katia. On est vraiment content que vous ayez accepté de participer à ce webinaire dans le cadre, en fait, d'une prolongation de notre 9e édition de la Semaine de la science et des technologies. Mais j'ai une question, et je suis sûre que les participants aussi. C'était comment d'être avec le prix Nobel de chimie à l'INDAO? C'était extraordinaire quand même, on ne s'y attendait pas. D'abord, on a peur parce que c'est quand même des personnalités qui sont très imposantes. Et contre toute attente, elles sont très accessibles. Il était possible de discuter avec elles, chacune d'elles. Et j'ai été édifiée quand même, surtout par leur humilité. Parce qu'on se dit, quand on arrive à ce niveau, ce sont peut-être des surhommes, ils sont dans une autre planète, une autre dimension. Mais ils étaient vraiment très humbles, down to earth, ils ont discuté avec chacun des intervenants, ils s'intéressaient à ce que nous faisions, parce que parfois, on sait quand des personnes ne s'intéressent absolument pas à la discussion, mais ils étaient très intéressés et surtout, je me suis rendu compte que chacun d'eux a quelque chose à apporter, même en dehors de son domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des chercheurs, ce n'est pas seulement des spécialistes dans chacune de leurs disciplines, mais c'est également des personnes humaines investies dans le devenir de notre société et de notre planète. Ok, super, magnifique. Mesdames et messieurs, on va commencer. On va donner la parole donc, à Katia Chini qui va pouvoir commencer son talk. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans la section questions et réponses. Éventuellement, en nous partageant votre adresse email. Stéphane et moi, on va essayer de modérer les sessions et proposer les questions
à Katia à la fin de son intervention. Et de toute façon, Katia aura l'opportunité de vous répondre plus tard, après la session, si éventuellement on n'aurait pas eu l'occasion de le faire. Katia, the floor is yours. Thank you very much, but I guess the talk will be in French. It's true that I had the temptation. Yeah. J'ai eu la tentation de le faire en anglais, mais bon, on va aller en français. Nous sommes quand même en Afrique francophone. Alors, la présentation que je vais vous livrer aujourd'hui est centrée principalement sur la présentation de nanomatériaux utilisés pour le traitement des eaux usées, avec une attention particulière pour la photocatalyse. Comme on m'a déjà présenté, je vais juste donner le plan sommaire de cette présentation après quelques notions sur la problématique de l'eau. Je vais parler des nanomatériaux et des deux procédés que sont l'absorption et la photocatalyse pour l'élimination de polluants. Alors, après avoir travaillé dans des laboratoires étrangers en tant que chercheur associé, une fois que je suis rentrée au Cameroun, je devais développer mes propres sujets de recherche. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux apporter à l'Afrique, de quoi l'Afrique a besoin. Alors là, je vous présente la pyramide de Maslow pour les personnes qui sont adeptes du développement personnel ou même pour les autres. Elle est plus ou moins connue. C'est vrai que c'est une vision un peu sommaire des choses, mais je me suis inspirée d'elle en me demandant où est-ce que je me situais sur le plan personnel et sur le plan professionnel, surtout en étant enseignante et chercheur au Cameroun, à l'Université de Yaoundé 1. Et j'ai un peu déchanté en me rendant compte que j'étais vraiment au niveau de la base, parce que les besoins physiologiques ne sont pas vraiment facilement couverts dans nos pays. Quand je parle de besoins physiologiques, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? De quoi on a besoin pour la vie? On a besoin d'eau. Et au Cameroun, par exemple, l'eau est littéralement une denrée rare, même dans les plus grandes villes. Par exemple, dans la ville de Yaoundé, qui est la capitale, il n'est pas rare, si vous arrivez dans certains quartiers, de rencontrer des personnes qui se promènent avec des seaux d'eau, avec des bidons à la recherche de l'eau, malgré qu'il y ait un opérateur qui est chargé de l'approvisionnement et de la distribution. Donc, il y a un problème de distribution au niveau des ménages, mais ce problème-là, il se répercute également à l'université. Par exemple, nous, dans nos laboratoires, on n'a pas d'eau courante. Je ne parle même pas d'eau distillée, parce que là, ce serait plus une question de politique, mais la simple eau, l'accès à l'eau n'est vraiment pas garanti. Et donc, je me suis vraiment intéressée à cette question et j'ai essayé de travailler dans ce sens, d'apporter ma contribution en tant que scientifique, même si évidemment, c'est une question qui requiert l'implication de plusieurs acteurs. Bien. Maintenant, quels sont les chiffres? La réalité, c'est qu'en Afrique, on a 1 personne sur 4 à peu près qui n'arrive pas à s'approvisionner en eau et notamment en eau potable. Ça fait près de 320 millions de personnes. Donc, je pense que c'est un problème crucial. C'est un problème sur lequel il faut qu'on s'appesantisse et que la communauté scientifique s'y intéresse est aussi nécessaire. Quels sont les problèmes liés, en fait, à l'approvisionnement en eau? Il y a un problème d'accessibilité en premier. Où est l'eau, l'accession à l'eau? C'est vrai qu'on dit que la planète, la Terre, est une planète bleue, mais elle souffre également de l'inégalité dans la répartition de l'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits où il y a de fortes quantités d'eau, en forêt, en montagne, mais il y a également des endroits où on est plus dans la désertification et où, quelque part, l'urbanisation vient compliquer l'accès à l'eau. Il y a également un problème de qualité de l'eau et c'est là qu'intervient la question de l'assainissement. L'eau, on veut tous avoir une eau potable, mais dans la réalité, il y a un volume important d'eau aujourd'hui qui sont soit des eaux salées, par exemple l'eau qu'il y a dans les mers et les océans, ou alors des eaux souillées et des eaux usées par l'activité humaine. En plus de ça, la réalité du réchauffement climatique est venue un peu compliquer
cette question qui est liée à l'eau. Et malheureusement, en Afrique, nous sommes les personnes qui sommes les plus vulnérables. Parce que si on regarde ce graphique, par exemple, qui fait une projection de comment sera la demande et comment sera la disponibilité de l'eau, si rien n'est fait pour limiter l'augmentation générale de la température, c'est une projection sur 5 ans, on se rend compte que malgré le fait que les Africains ne sont pas les plus grands pollueurs, du fait des externalités que l'on observe avec les différents comportements en ce qui concerne l'environnement, les pays africains, notamment, vous allez voir, le Cameroun, le Congo, seront les plus vulnérables. Ce sont les pays où on va observer la plus grande raréfaction en eau. Donc, il est donc important de se pencher là-dessus et d'essayer de trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle, dans ma recherche, je me suis penchée sur cette problématique. Bien, pourquoi est-ce que l'eau manque? Déjà, on va rappeler que l'eau est circulaire. Pour emprunter à la fameuse expression de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela s'applique également à l'eau. Donc, l'eau, elle ne se perd pas, elle ne se crée pas, elle se transforme. Elle est impliquée dans un certain nombre de transformations. Donc, les volumes d'eau sont parfois perdus sous la forme d'évaporation quand il y a augmentation de la température. Et suite à l'abaissement de la température, on a des précipitations, on a des pluies. Et c'est comme ça qu'on a plus ou moins un équilibre autour de la planète. Sauf qu'on observe effectivement que cet équilibre est rompu avec le réchauffement climatique comme avec d'autres facteurs externes. L'équilibre est rompu et ça se traduit par quoi? Ça se traduit dans certaines régions par une diminution des précipitations. Ça, c'est pour les zones où il y a de la sécheresse, de l'aridité ou de la désertification. Et là, concrètement, les populations vont avoir des populations qui n'arrivent pas à avoir d'eau, qui n'ont même pas d'eau de pluie. Et cela a également, malheureusement, un impact également sur les récoltes. Un autre effet est malheureusement le développement de germes et de bactéries, donc la prolifération de nouvelles maladies. Tout simplement parce qu'avec l'augmentation de la température, ces germes-là prolifèrent un peu plus rapidement. On a par exemple au Cameroun des problèmes liés au choléra, des problèmes liés au paludisme, et on sait que ce sont des pathologies qui sont également associées à une certaine gestion des eaux, qu'elles soient stagnantes ou alors des eaux usées. Enfin, et là pour représenter encore le principe d'externalité, c'est-à-dire que parfois on a des causes contraires qui empirent une situation. On a parlé de la raréfaction des pluies dans certaines zones, mais en région, dans l'hémisphère nord, par exemple. Une conséquence du réchauffement climatique, c'est qu'il y a d'importantes pluies et malheureusement, cela a également un effet délétère sur la gestion des eaux chez nous parce que cette abondance des pluies fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'érosion et il y a pollution des nappes souterraines. On n'a pas la possibilité de laisser la nature jouer son rôle de filtre par rapport au nombre de polluants qui sont relargués dans la nature. Alors évidemment, il y a l'activité humaine, l'activité industrielle qui est responsable de la pollution et du fait qu'en réalité, l'eau, elle ne se perd pas, elle est là, mais elle n'est pas de bonne qualité. Donc, si on veut continuer à avoir la quantité d'eau qui est nécessaire pour notre survie, donc pour un certain nombre de processus physiologiques, on a intérêt à traiter les eaux. Maintenant, en général, quel est le circuit du traitement des eaux usées? On a des étapes de dégrillage pour enlever tout ce qui est matériaux solides, les bouteilles par exemple, parce que quand on veut traiter les eaux, on a intérêt à avoir un mélange homogène. On ne veut pas traiter plusieurs choses en même temps. On ne peut pas traiter l'eau en même temps qu'on traite le plastique. C'est des processus qui sont complètement différents. Donc, on a des étapes préalables de dégrillage, de coagulation, flocculation pour éliminer notamment les boues. Une troisième étape de filtration des petites particules et à la quatrième étape, c'est là qu'interviennent les processus de dépollution en tant que tels. Et ces processus-là visent l'élimination des polluants qui sont notamment les métaux lourds,
également certains composés inorganiques, des polluants organiques, des micro-organismes ou même des médicaments. Alors, la nanotechnologie est particulièrement intéressante dans ce domaine-là parce qu'elle permet, grâce aux nanomatériaux, de réaliser plusieurs opérations de façon efficace. Parmi ces opérations de traitement des déchets, les plus importantes sont l'adsorption, qui est un processus particulièrement simple. On a les séparations par membrane, c'est un peu plus onéreux, mais ça permet d'avoir une sélectivité, donc d'extraire sélectivement certains polluants. Il y a des processus de désinfection, notamment pour la stérilisation, et évidemment la photodégradation qui va vraiment vider, la photocatalyse qui va viser la dégradation des polluants, pas seulement leur enlèvement des effluents. Bien, je vais vous donner donc quelques généralités sur les nanomatériaux. C'est tout simplement des entités qui sont de très petite taille, de taille nanométrique. On parle de 10 puissance moins 9 nanomètres. Alors, pour ceux qui ne le visualisent pas, on a cette échelle où on a une balle de tennis. Vous voyez, la balle de tennis est de l'ordre de 10 puissance 2 mètres, d'1 centimètre. Alors, les nanoparticules et les nanomatériaux en particulier, c'est à peu près 1 millionième en dimension de ce qu'est la balle de tennis. Vous voyez, c'est vraiment très petit. Et à l'opposé, les atomes qui sont les particules élémentaires, qui sont de très petite taille, sont à peu près un centième, on va dire 1/10 de la taille des nanomatériaux. Alors, le fait que les nanoparticules soient quelque part au milieu entre l'atome et les objets massifs tels que les battes de tennis, leur confère également des propriétés intermédiaires aux lois quantiques, aux lois de la physique quantique et aux lois de la physique classique. C'est la raison pour laquelle les nanomatériaux ont suscité tout cet intérêt, parce qu'elles présentent en général des propriétés uniques, des propriétés qu'elles soient électroniques, optiques, magnétiques. Les nanomatériaux ont des propriétés qui sont différentes des matériaux massifs. En plus de cela, la miniaturisation permet d'avoir un très grand rapport surface sur volume. En même temps, on peut avoir un certain nombre de propriétés tout en réduisant la taille des matériaux. Et le fait de pouvoir combiner plusieurs nanomatériaux en même temps, ça donne accès à des propriétés nouvelles en termes de synergie également. En ce qui concerne les différentes méthodes de synthèse, il y a deux approches. On distingue en général deux approches. La première approche, qui est top-down, c'est une approche du haut vers le bas. C'est la méthode physique. Et là, on va citer par exemple le fraisage mécanique, l'ablation laser, pulvérisation, explosion. Donc, on va partir d'un matériau massif comme celui-ci et à l'aide de tous ces procédés, qui sont des procédés physiques, donc sans altération du matériau, sans transformation chimique, on va aller vers des entités de petite taille. Maintenant, je vais glisser un petit tacle aux physiciens pour dire que ça, c'est la méthode Bourin. Il y a une méthode qui est un peu plus douce, qui est un peu plus élégante, la méthode chimique qui est du haut, du bas vers le haut, la méthode bottom-up. Et donc là, on part de molécules ou bien d'atomes qui vont subir des transformations chimiques vraiment à l'échelle atomique pour croître les étapes de nucléation avant d'avoir des nanoparticules. Alors, parmi les différentes méthodes chimiques, on peut citer la coprécipitation, la synthèse sol-gel, les synthèses solvothermales, les procédés de déposition en phase vapeur et les injections à chaud. Donc, je ne vais pas beaucoup m'appesantir là-dessus, mais je vais vous présenter, par exemple, une classification des nanomatériaux en fonction de leur structure ou de leur morphologie. On peut avoir des nanomatériaux de type 0 dimension. En général, ce sont des particules, des nanoparticules. On peut avoir des nanomatériaux à 1 dimension. On va citer des nanotubes notamment. On peut avoir des nanomatériaux à 2 dimensions. Ce sont des feuillets. Ou alors des nanoparticules à 3 dimensions. Une autre classification des nanomatériaux se base sur leur composition.
On a des nanomatériaux qui sont constitués de métaux, des nanoparticules métalliques, on a des oxydes métalliques, on a des réseaux de coordination qui sont constitués par la polymérisation de plusieurs complexes de coordination, encore des dérivés de carbone ou alors des argiles. Et enfin, il peut y avoir une combinaison de toutes ces espèces ou alors de toutes ces classifications pour avoir des matériaux hybrides. Maintenant, pour revenir à l'adsorption en tant que processus de dépollution, c'est un phénomène par lequel les atomes d'un composé vont adhérer à la surface d'une substance. Le composé qui va adhérer, c'est donc l'adsorbat, et la substance sur laquelle il y aura adhésion est appelée l'adsorbant. Il y a une interface évidemment entre les deux. Donc, dans le cadre de cette discussion, évidemment, les adsorbats sont les polluants. Pourquoi l'adsorption est intéressante? L'adsorption est intéressante parce que c'est un processus qui est relativement simple, qui est efficace pour peu que l'adsorbant soit bien choisi et que la quantité également est maîtrisée. Et au final, ça peut s'avérer finalement pas très cher en fonction de la nature de l'adsorbant. Et une chose est sûre, enfin, il y a l'exemple d'adsorbant par excellence et sont les minéraux argileux ou alors les argiles, tout simplement. Surtout en contexte africain, tout le monde a déjà observé, tout le monde a déjà été au contact ou a déjà manipulé les minéraux argileux. Ils sont très abondants dans nos sols et dans nos sous-sols. Ils sont présents naturellement dans le sable, les granulats. Et c'est un matériau, les argiles, les minéraux argileux sont intéressants parce qu'ils ont une très grande stabilité, à la fois mécanique, chimique et thermique. C'est-à-dire qu'on peut les manipuler assez simplement. Et puis, certains, en fonction des opérations, peuvent avoir un bon pouvoir adsorbant. En ce qui concerne la composition chimique des argiles, ce sont des aluminosilicates où on a parfois une alternance de feuillets T et de feuillets O. T pour tétraédrique et O pour octaédrique. La porosité et le pouvoir adsorbant des argiles résident dans le fait qu'il y a un espace interfoliaire, donc un espace entre les différents feuillets T ou O. On distingue, en ce qui concerne les minéraux argileux, des argiles cationiques. En général, ce sont des argiles naturelles. Et elles sont dites argiles cationiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables d'accepter des cations. Il y a possibilité d'intercalation des cations au niveau des espaces interfoliaires, du fait de la présence des atomes d'oxygène. Et on a également des argiles anioniques. En général, les argiles anioniques sont modifiées ou alors sont issues de la synthèse en laboratoire. Alors, je vais vous présenter deux argiles, par exemple, les plus connues, les plus rencontrées, que sont la kaolinite et la montmorillonite. Là, on a une kaolinite, on a la microscopie électronique d'une kaolinite extraite du Nigeria. Ce sont des travaux de Mustapha et ses collaborateurs en 2019. Et donc, la microscopie montre effectivement la présence de feuillets. Vous pouvez voir, ce sont des feuillets relativement plats qui sont empilés les uns sur les autres et qui se superposent avec un espace qui n'est pas forcément très grand. C'est d'ailleurs pour ça que la surface spécifique qui a été mesurée, vous voyez, elle est de 17 mètres carrés par gramme. Contrairement à une montmorillonite que vous pouvez voir ici, où on a plutôt un assemblage TOT. Donc, l'espace interfoliaire est déjà un peu plus grand, comme vous pouvez le voir ici. Dans les deux cas, ils ont démontré que les argiles étaient capables d'absorber des métaux, notamment le chrome, le cadmium ou bien le zinc. Mais quand on regarde certains paramètres, les paramètres généraux des argiles, ça, ce sont les argiles les plus rencontrées dans la littérature, montmorillonite, illite, chlorite et kaolinite. On se rend bien compte que la montmorillonite est celle qui a la surface spécifique la plus importante, ce qui n'est pas très important quand même par rapport à certains adsorbants. C'est la raison pour laquelle, en général, les argiles naturelles, on ne les utilise pas telles quelles. Il y a des étapes de pré-traitement, comme le broyage pour diminuer leur taille et vraiment avoir des nano-argiles.
parce que c'est avec des nano-argiles qu'on a le plus d'interaction avec les polluants et donc le plus fort pouvoir absorbant. La faible capacité d'absorption des argiles peut être quelque part optimisée par des modifications ou alors par la formation de composites. Alors, je vais vous montrer par exemple un processus de modification de la kaolinite qui a été faite. Ça, c'est une kaolinite de la commune d'Engou. Et ces travaux visaient à optimiser la dépollution à travers l'extraction des ions plomb de plus. Alors là, on a la kaolinite qui n'est pas traitée. Vous pouvez voir cet aspect granuleux, mais également plan, sans beaucoup d'aspérité. Après un traitement thermique et chimique, on a un changement de morphologie. On a dorénavant une structure un peu plus fibrillaire avec une plus grande surface réactive. Alors, ça, ce sont les résultats comparatifs qui ont été obtenus à partir de cette kaolinite non traitée et traitée. Le diffractogramme des rayons X montre qu'il n'y a pas d'altération de la structure de la kaolinite en elle-même. On a les mêmes pics. Par contre, l'efficacité du temps et il y a une augmentation de il y a une augmentation de la capacité d'absorption, autant pour moi. En noir, on a la kaolinite qui n'est pas traitée et en rouge, on a la kaolinite traitée. On se rend bien compte qu'au bout de 20 minutes de temps de contact, on a une capacité d'absorption qui est maximum 7 en ce qui concerne la kaolinite brute. Alors qu'au bout de 10 minutes, pour la kaolinite traitée, on a littéralement doublé, voire triplé cette capacité d'absorption. L'effet positif de la modification de cette argile se voit également au niveau de la capacité de retention des ions plomb. En effet, pour une kaolinite qui n'est pas traitée, on se rend compte que plus la concentration en polluant le plomb va augmenter ici et les plombs vont être relargués. Alors qu'avec la kaolinite qui est traitée, on a une argile qui est capable de retenir le polluant avec lequel elle a interagi. Et cet effet est d'autant plus important que la quantité d'absorbant est augmentée. On a une efficacité d'extraction des ions plomb pour la kaolinite traitée qui avoisine 90%, alors que pour une kaolinite brute, on est à maximum 30%. Donc, ceci montre bien que la kaolinite, c'est un matériau qui est intéressant en ce qui concerne l'absorption, mais pour avoir des résultats vraiment optimaux, il y a une étape de traitement qui est nécessaire. Il existe d'autres adsorbants tels que les charbons actifs, ça va juste être un exemple. Alors, les charbons actifs ne sont pas vraiment d'origine naturelle, ce sont des composés qui sont synthétiques, même si ils proviennent de la dégradation de substances végétales en général, le bois, la lignite ou alors les coques de noix. La synthèse des charbons actifs consiste en général à faire une calcination en absence d'oxygène. Et on obtient ce type de matériaux, vous voyez, des feuillets avec des assemblages de carbone et qui ont une plutôt bonne porosité. Donc, c'est la raison pour laquelle les charbons actifs sont quand même très utilisés. Par contre, l'utilisation des charbons actifs pour l'absorption requiert en général une étape d'activation préliminaire parce qu'il faut développer des fonctions polaires comme ici, qui vont donc interagir avec les polluants, que ces polluants soient des matières organiques ou alors des métaux. Alors, en fonction de l'activation du charbon actif, on peut également avoir différentes propriétés, différentes morphologies. Ici, par exemple, pour le même matériau, le même charbon, on a une activation avec le CO2. Vous voyez que la porosité et la structure du matériau est différente d'une activation chimique avec l'acide phosphorique. En tout cas, il est intéressant de travailler avec les charbons actifs grâce à leur porosité mixte, mais également parce que ce sont des matériaux qui, au-delà des traitements des eaux usées, peuvent être utilisés pour le traitement de l'air ou alors pour la désinfection du fait de leur bioactivité.
Maintenant, pour terminer sur les nanomatériaux pour l'absorption, je voudrais donner un exemple de substance d'origine biologique qui peut également être un adsorbant. Ce sont les fibrilles amyloïdes. Alors, la substance amyloïde, elle est présente dans un certain nombre d'organismes et elle polymérise sous forme allongée, comme on peut le voir ici sous forme de fibrilles. Alors, en général, d'ailleurs, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, pour la petite histoire, le développement de la maladie est en général associé à la présence de la substance amyloïde, à un empilement et à une prolifération en fait, de la substance amyloïde. Donc, il y a des implications sur la santé, mais c'est un matériau qui est intéressant pour la dépollution, comme on peut le voir ici. À partir de fibrilles amyloïdes extraites de blancs d'œufs, qui sont identifiés ici, ça c'est la microscopie électronique, il est possible d'absorber un certain nombre de polluants dans des colorants organiques. Ici, c'est le colorant noir. À gauche, c'est en absence de la protéine amyloïde et à droite, c'est en présence des fibrilles amyloïdes. Donc, on se rend compte que les fibrilles amyloïdes ont cette capacité d'absorption et de retention qui peut être utilisée pour la dépollution de certaines eaux usées. Donc, l'avantage, c'est la grande absorption, c'est le caractère antibactérien et antioxydant, mais évidemment, c'est à manipuler avec précaution du fait de la toxicité de ces matériaux, de leur faible abondance aussi, parce que là, par exemple, c'est une fibrille amyloïde qui a été préparée à partir de blanc d'œuf, mais on imagine que pour les personnes qui sont dans les pays pauvres, on voudrait mieux donner ce blanc d'œuf-là pour nourrir des gens plutôt que pour fabriquer une petite quantité d'adsorbant. Donc, un des problèmes de cette molécule, c'est la faible abondance et la préparation fastidieuse. Mais à l'avenir, il y a des techniques qui permettent de faire croître des protéines avec une quantité de départ plutôt faible. Alors, maintenant, je voudrais vous parler des procédés d'oxydation avancée, qui sont des procédés qui peuvent être catalysés. Alors, je vais rappeler ce que c'est que la catalyse. La catalyse consiste à accélérer une transformation chimique à partir d'un catalyseur et le catalyseur, en général, il est régénéré à la fin de la réaction, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas dans l'équation bilan de la transformation. Pour schématiser, on a des réactifs de départ et il faut arriver au produit d'arrivée. Voici le chemin classique. Or, ce chemin classique sans catalyseur requiert beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'en général, il n'a pas lieu. Le rôle du catalyseur, c'est de trouver le raccourci ou alors le chemin le plus court, le chemin d'énergie minimale, grâce auquel cette transformation aura lieu. Et à la fin, on obtient les mêmes produits et on arrive à régénérer le catalyseur. La catalyse, pour revenir à la fameuse expression de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. L'énergie qu'on ne va pas employer, enfin l'énergie qu'on n'aura pas à dépenser pour suivre le chemin le plus court, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Selon la nature de cet apport extérieur d'énergie, on a plusieurs types de catalyse. Quand l'apport extérieur d'énergie, c'est de la lumière, on parle de photocatalyse. Quand l'apport extérieur d'énergie, c'est de l'électricité, l'application d'un potentiel, on parle de l'électrocatalyse. Et quand l'apport extérieur, c'est du chauffage, on parle de thermocatalyse. En ce qui me concerne, je m'intéresse davantage à la photocatalyse parce que c'est relativement simple. La lumière, on n'a pas besoin de la stocker en temps normal ou bien de la charrier. Et c'est potentiellement peu coûteux. Je dis potentiellement parce que un certain nombre de processus photocatalytiques peuvent être initiés par la lumière du soleil, qui est une ressource verte et qui est accessible à tout le monde. Pour revenir au processus d'oxydation avancée, les processus non catalytiques sont nombreux, qui sont utilisés pour le traitement des eaux. Je suis sûre que chacun a déjà entendu parler, par exemple, du traitement des piscines avec le chlore ou alors avec de l'eau de javel.
On peut également citer l'utilisation de l'ozone ou bien de l'eau oxygénée. Ce sont des processus non catalytiques d'oxydation à travers lesquels il y a la génération du radical hydroxyle. C'est un radical qui est super oxydant et donc qui est capable de dégrader un certain nombre de composés. Maintenant, grâce au procédé d'oxydation catalytique, on n'a plus besoin de quantités importantes de sources du radical hydroxyle. Il suffit d'avoir un catalyseur et grâce au catalyseur, il y aura production continue du radical hydroxyle. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des réactions plus rapides, des réactions beaucoup plus économiques et d'avoir des réactions qui peuvent être recyclables et cyclables. Les photocatalyseurs, que sont-ils? En général, ce sont des semi-conducteurs, c'est-à-dire intermédiaires entre caractères, isolants et conducteurs. La particularité de ces semi-conducteurs, c'est leur capacité à absorber de l'énergie sous l'effet d'un rayonnement. Et en général, les procédés photocatalytiques commencent justement en étape 1 par cette absorption d'énergie. À travers l'absorption d'énergie, il y a promotion d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Et à partir de là, la deuxième phase, à la surface de la nanoparticule, à la surface du catalyseur, il peut y avoir extraction de cet électron au contact de l'oxygène, par exemple, pour former le radical superoxyde, qui est très réactif et qui, par la suite, va se dégrader pour donner le radical hydroxyde. Ce radical-là a la capacité d'oxyder le polluant et en fait, la dernière étape, en général, c'est la recombinaison des paires et des trous. Ce qui est important à souligner en ce qui concerne les procédés photocatalytiques, c'est qu'ils requièrent d'abord l'absorption des polluants sur la nanoparticule, parce que, comme vous le voyez, le processus, plus un composé va être au contact de la nanoparticule et plus il se rapproche des différents électrons qui sont produits et du radical superoxyde ou alors du radical hydroxyde qui sont là pour la dégradation. Une autre nécessité est une bonne capacité d'absorption parce que en fonction du semi-conducteur, on a des bandes gap qui sont différentes. Alors, je vais donner quelques exemples de nanocatalyseurs. L'un des plus utilisés est le dioxyde de titane. C'est un nanomatériau qui peut être extrait dans des minerais, en fait, et à partir de la méthode physique, on peut aller vers un minerai massif, vers les nanomatériaux. Il y a un certain nombre de méthodologies qui sont exploitées dans ce sens. En général, on a un mélange de phases rutile et anatase. Mais ce qui est intéressant avec le dioxyde du titane, c'est que c'est un matériau qui n'est pas toxique. D'ailleurs, il est utilisé dans l'industrie alimentaire comme colorant ou bien comme conservateur. Il requiert une activation en dessous de 400 nanomètres, donc dans le domaine de l'UV. Un autre type de nanocatalyseur qui est très intéressant et qui est très utilisé, c'est le carbone nitride, carbone graphitique, qui est également très abondant, pas de façon naturelle, mais parce qu'il résulte en général on peut le produire à travers la décomposition de la matière organique. On s'arrange tout simplement à faire la synthèse de ce matériau en absence d'oxygène et en présence d'azote plutôt. C'est un matériau qui a une très grande surface spécifique, un peu comme les charbons actifs, et qui peut être activé dans le visible. Une dernière classe de matériaux photocatalytiques est la famille des oxydes de fer. Le fer qui est quand même le 5e élément en termes d'abondance sur Terre. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur la forme des minerais. Il y a beaucoup de minerais dans nos différents pays qui contiennent de l'oxyde de fer, que ce soit à l'état 2 ou alors du fer 3 ou 4. La particularité du fer 3O4 est que c'est un matériau qui est magnétique. Et on va voir que c'est très intéressant pour les procédés de traitement des eaux usées parce que quand on fait de la photocatalyse, il est important de faire la dégradation des polluants, évidemment, mais il y a une étape de récupération du catalyseur. Et grâce
aux propriétés magnétiques du Fe3O4, par exemple. C'est une étape qui est relativement simple et peu coûteuse. Maintenant, il arrive qu'il soit important de modifier les nanoparticules, parce que là, j'ai présenté certaines nanoparticules primaires. Mais en fonction de la volonté de moduler leur spectre d'absorption, d'accroître la capacité d'absorption, par exemple, ou alors de faciliter la régénération du catalyseur, il y a la formation il y a les opérations de dopage. En faisant le dopage des nanocatalyseurs, il est possible de modifier leurs propriétés, de même qu'en allant vers la formation de nanocomposites. Un exemple d'opération de dopage que nous avons réalisé sur le dioxyde de titane est la synthèse plasma d'une nanoparticule dopée à l'azote. L'intérêt de cette nanoparticule a été démontré non pas sur le traitement des eaux polluées, mais sur des fibres textiles qui étaient contaminées par des colorants organiques. Donc, vous pouvez voir qu'avec le matériau qu'on a synthétisé, on a pu développer une fibre auto-nettoyante sous l'action du soleil. Donc, ça, c'est la fibre à un temps T et ça, c'est la fibre 6 heures après, une fibre qui a été tout simplement exposée à la lumière du soleil. Donc, il y a une activité photocatalytique dans le visible du fait du dopage du dioxyde de titane avec l'azote. Des matériaux similaires ont été étudiés par d'autres équipes pour la dégradation de polluants organiques, notamment des antibiotiques ou alors des dérivés de phénol. Et vous pouvez voir ici, par exemple, qu'on a l'association du dioxyde de titane avec d'autres matériaux, notamment des nanoparticules d'argent qui ont un effet plasmonique et des nanoparticules de carbone nitrure, certainement pour augmenter le pouvoir adsorbant du matériau final. À titre personnel, j'ai également développé une famille de photocatalyseurs de type nanocomposite en combinant des matériaux de fer 3O4 pour leurs propriétés magnétiques et également des nanoparticules d'argent qui, grâce à la résonance plasmonique, sont particulièrement réactives et permettent d'accélérer les processus d'oxydation. Alors, pour l'illustrer, voici par exemple un système de dégradation du polluant organique ici qu'est la rhodamine B, qui est rose. Donc, au bout de 2 heures d'exposition de la rhodamine B avec le photocatalyseur préparé uniquement le fer 3O4, on voit qu'il y a effectivement dégradation. Vous voyez qu'il y a la disparition de cette couleur. Sauf qu'on observe également une coloration rouille qui est caractéristique en fait du relargage des ions Fe3 dans le mélange réactionnel. Donc, ça marche, on a effectivement la dégradation de notre polluant, mais le processus n'est pas optimal puisque derrière, il y a quelque part la contamination de l'effluent. Par contre, avec le matériau composite que j'ai fabriqué, on a une dégradation du polluant qui est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'au bout de 5, maximum 10 minutes, il y a une dégradation complète. On voit la disparition de la coloration qui est liée au colorant. On observe également que tout le matériau reste ensuite sur le barreau aimanté. D'ailleurs, ce n'est pas grand-chose. Vous pouvez voir juste les traces noires. C'est ça le matériau. Il reste sur le barreau aimanté. Donc, ça indique qu'il y a en tout cas, il n'y a pas de corrosion du matériau. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de contamination. Et le catalyseur peut être régénéré. On peut voir ici, par exemple, au terme de la transformation, grâce à un aimant que l'on met tout simplement en position latérale du réacteur, il est possible de séparer physiquement les particules des effluents. Et donc, c'est une méthode de traitement plutôt intéressante. En résumé, pour ce qui est des processus d'oxydation avancés, ils sont plus rapides que les processus d'adsorption, par exemple. Ils requièrent des plus faibles quantités de matériaux. On peut dire que ce sont des processus verts, mais je le dis entre guillemets parce que cela ne tient pas compte des étapes de préparation des catalyseurs. Et avec les processus d'oxydation avancés, on va vraiment vers la dégradation du polluant.
Ce n'est pas tout simplement le fait de l'enlever du réacteur, mais on fait des transformations pour le dégrader et aller vers la minéralisation. L'inconvénient qu'on peut observer avec la photocatalyse dans les processus d'oxydation avancée, c'est qu'il n'est pas rare qu'il y ait contamination et donc qu'il y ait relargage d'ions et de métaux dans les eaux qu'on veut traiter, dans les effluents. Un autre inconvénient, c'est le coût de la synthèse de ces matériaux parce que pour ceux qui ne sont pas directement extraits, il y a des opérations chimiques et il faut compter les chauffages, il faut compter l'utilisation de solvants et parfois les méthodes de synthèse peuvent être particulièrement sophistiquées. Alors, ce qui ne devrait pas être un inconvénient, c'est la non-sélectivité de cette technique-là, c'est-à-dire que tous les polluants organiques vont être dégradés, que ce soit les micro-organismes, des hydrocarbures de pétrole. Naturellement, ça va prendre un peu plus de temps. Plus la chaîne est longue, plus le matériau est robuste et plus le processus de dégradation va prendre du temps. Les anti-inflammatoires, les colorants sont en général dégradés grâce au processus d'oxydation avancée. Restent les métaux lourds. L'élimination des métaux lourds avec cette technique n'est pas évidente. On a vu pour les métaux lourds au début, par exemple, que l'absorption avec les argiles qu'on a présentées était susceptible d'extraire les métaux, ce qui n'est pas toujours le cas avec la photocatalyse. Par contre, il y a des procédés quand même de transformation des métaux lourds. En général, ce n'est pas leur dégradation complète, mais c'est la transformation de certains métaux très polluants en espèces qui sont un peu moins polluantes. Par exemple, le chrome 6, c'est l'espèce la plus polluante. Grâce au processus de photocatalyse, on peut les transformer en chrome 3. Donc, reste que cette technique-là appliquée aux métaux lourds souffre toujours d'une faible efficacité. Ensuite, derrière, il faut pouvoir séparer les différentes espèces et le coût des opérations peut être important. Dans tous les cas, pour arriver à des méthodes de traitement vraiment efficaces et fiables, on se rend compte qu'il faut la synergie de différents types de matériaux, mais également de différents procédés. Différents procédés peuvent être utilisés en même temps pour optimiser les méthodes de traitement des eaux usées. Alors, pour terminer, je voudrais partager avec vous quelques solutions qui existent et quelques idées, parfois bonnes, parfois mauvaises. La première solution est mise en place par une start-up développée ici en Allemagne. J'ai eu l'opportunité d'être en contact avec le CEO d'ailleurs. Ils ont créé ce qu'ils appellent Plastic Fisher. Donc, c'est un filet qui sert à pêcher le plastique pour débarrasser les eaux, parce que parfois dans les rivières, on a une pollution avec les matières avec des matières solides et peut-être des plastiques. Grâce à ce filet, une sorte de filet de pêche, la pêche des bouteilles, ils ont réussi à nettoyer pas mal de rivières en Inde notamment. Donc, c'est une très bonne idée. Alors, une idée que j'ai trouvée sur Internet et qui est répandue, c'est que, par exemple, on peut traiter les eaux usées comme celle-là, tout simplement en les exposant au soleil. Donc, on a une jeune fille qui recueille les eaux, elle les met dans la bouteille et ensuite, elle va mettre au soleil et laisser pendant plusieurs heures le temps que la couleur disparaisse. La réalité, c'est que la couleur va disparaître parce qu'effectivement, la lumière du soleil va initier un certain nombre de procédés d'oxydation. Mais c'est une mauvaise idée de le faire, surtout dans une matière plastique, parce que malheureusement, le soleil va également dissoudre le plastique et il y aura un relargage de microplastiques dans cette eau qui, du coup, ne sera pas propre à la consommation. Il faudra encore la traiter avec un adsorbant sélectif, par exemple, pour extraire les microplastiques. Une alternative à cette fausse bonne idée est l'utilisation de cellules de traitement par UV. Donc, et ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place sur des petits réacteurs. Alors, pour finir, je voudrais tout simplement dire qu'on a vu un certain nombre de techniques de traitement des eaux usées, mais je crois que la meilleure méthode de traiter les eaux usées, c'est d'abord la prévention. Donc, évitons de polluer les eaux. Si on évite de
de relarguer des polluants ou alors si on a des comportements responsables pour ce qui est des industriels par exemple ou alors des scientifiques, ceux qui font de la recherche, ça va déjà limiter la problématique du traitement des eaux usées. Alors, je vais vous remercier pour votre aimable attention. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Et voilà, étant en Allemagne, je vais dire vielen Dank, thank you. Et j'ai cru comprendre qu'au Congo, on dit Matondo. Merci beaucoup, Katia. Donc, Stéphane va pouvoir nous donner les questions dans la partie de questions-réponses pour vous permettre d'y répondre rapidement. Mais moi, j'en ai une avant qu'on y aille. C'est prenons le cas du secteur des mines. Qu'on sait que notamment nos pays ont des zones minières importantes qui sont souvent régulièrement la cause de pollution. Pourriez-vous nous dire en fait quel est selon votre point de vue, quelles sont les technologies, les techniques à disposition pour polluer en fait les eaux dans le secteur des mines? Pour polluer les eaux? Pour les dépolluer? Non, pour dépolluer. Ah, d'accord. Ok. Polluer sans se faire, apparemment. Je parle on se faire, c'est le plus simple. Alors oui, pour la dépollution, la plupart, ce sont les techniques qu'on a énumérées, par exemple l'adsorption. L'adsorption parce que les principaux polluants qui viennent de l'industrie minière, ce sont des métaux lourds. Et l'une des méthodes les plus efficaces, c'est l'adsorption. Maintenant, il y a plusieurs types d'adsorbants qui sont développés. Il y a des membranes qui permettent d'adsorber sélectivement. Voilà, c'est la principale méthode. Après, la photocatalyse, mais qui n'est pas aussi efficace. Après, il y a des procédés d'oxydation avancés, mais dans tous les cas, on n'élimine pas complètement les métaux. On n'élimine pas les métaux, on les récupère. Ensuite, peut-être qu'on les recycle. Il y a des opérations de recyclage. Si on arrive à prendre le plomb, on peut l'utiliser, par exemple, pour la fabrication de batteries. On peut l'utiliser après des opérations de séparation parce qu'il faut les séparer. Une fois qu'on a retenu le plomb, par exemple, il est sur une membrane, il faut pouvoir l'isoler, quitte à l'utiliser ultérieurement. Mais ce sont les principales techniques de purification. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment traiter le problème en amont, éviter de rejeter des métaux lourds dans l'environnement parce qu'une fois qu'ils y sont, c'est beaucoup plus compliqué de les éliminer. Mais si jamais pollution il y a eu lieu, donc là, ce serait plutôt alors d'imaginer plutôt un cycle vertueux en récupérant ces polluants, ces métaux lourds, pour les utiliser pour une autre industrie, de manière à ce que ça continue à rendre service au développement socio-économique des zones. Exactement. C'est vraiment ça. Une fois qu'il y a pollution, on essaye de récupérer les polluants et de leur donner une deuxième vie. Alors, pour le mercure, par exemple, ça va être très compliqué. En général, on l'enfouit, on l'oublie, on ne veut pas travailler avec. Mais il y a d'autres métaux qui peuvent être récupérés et voilà, pour la fabrication d'autres matériaux. Par exemple, le chrome, on peut fabriquer des oxydes de chrome qui ont également d'autres propriétés photocatalytiques. Stéphane, dis-moi. Est-ce qu'on a des questions oui. Pour le temps qu'il nous reste? Évidemment, il y a des questions. Donc, il y a une question qui vient de Facebook. Je commence par celle-là. Bon, on demande à Katia, quelles sont les classes de polluants qui peuvent être éliminés ou dégradés dans les eaux usées par photocatalyse? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est après dégradation de polluants dans les eaux par photocatalyse, quelles sont les techniques complémentaires utilisées pour caractériser les sous-produits de dégradation? D'accord, ok, merci. Le premier volet de la question, c'est de savoir quels sont les polluants qui peuvent être dégradés par photocatalyse. Ça va être principalement des composés organiques, donc des colorants, des médicaments, tout ce qui est matière organique, même les micro-organismes peuvent être aisément dégradés par photocatalyse parce que la photocatalyse n'est pas sélective. On a le radical hydroxyle qui est très oxydant, donc qui va réagir avec tout. Les radicaux libres, c'est le principe même par exemple, des cancers. Ce sont des espèces qui veulent réagir. Elles vont arracher des électrons. Tout ce qui a électrons va les intéresser. Donc, on a une très forte réactivité, notamment à l'égard des composés organiques. Donc, tout ce qui est organique, colorants, médicaments, micro-organismes, voilà, ça va être dégradé par la photocatalyse
en ce qui concerne les procédés d'oxydation avancée. Quels sont les sous-produits? C'est la question qui a été posée. Je crois le deuxième volet de la question, c'est quels sont les sous-produits? Bon, je pense que ça rejoint un peu, oui, les techniques. Donc, je vais d'abord répondre à la question de savoir quels étaient les sous-produits, parce qu'il y a une question, je crois, pour le premier volet de la question, c'était de savoir quels sont les sous-produits. Les sous-produits, c'est du CO2, de l'eau et de l'ammoniac. C'est ce qu'on appelle la minéralisation. Et c'est ça l'intérêt des procédés d'oxydation avancée. C'est que ça réduit en des composés qui peuvent être utiles. Tout ce qui va contenir du carbone, de l'azote, de l'eau, les sous-produits, ça va être ça, CO2, H2O. En général, quand on fait notamment les procédés d'oxydation, on voit qu'il y a la formation de bulles. Ces bulles-là correspondent à la formation du CO2. Et en général, ça intervient quand on a dégradé toute la chaîne du polluant. Maintenant, quelles sont les techniques pour identifier? On ne cherche pas forcément à identifier ces produits-là, vu que pour le CO2, par exemple, il va se dégager. Mais maintenant, quand on fait les expériences de photocatalyse, on cherche à savoir s'il y a contamination. Une autre contamination, par exemple, une contamination qui émane du photocatalyseur. Et là, maintenant, pour déterminer, on va faire l'ICP, on va faire d'autres techniques de dosage. On peut doser le plomb, ou alors on va faire des mesures non pas vraiment électrocatalytiques, mais on va faire de la potentiométrie. Voilà, on peut faire de la potentiométrie pour voir s'il y a des espèces de contamination qui sont présentes dans les eaux qui sont traitées. Bon, Katia, il y a beaucoup de questions, donc on va aller vite. D'accord, ok. Voilà, je prends la question du professeur Dieudonné Titeng qui est ici au Bayern que tu connais, Bayern, oui. Ouais, la puissante Bayern allemande. Il dit merci pour la présentation. Pourriez-vous commenter les différentes approches de régénération de quelques absorbants d'accès facile pour le traitement des eaux en milieu rural? Oui, alors les absorbants d'accès facile, comme on a dit, on a les argiles. L'intérêt avec les argiles, c'est qu'elles ne sont pas solubles dans l'eau. C'est-à-dire que si on fait un traitement avec l'argile, après décantation, on peut rapidement retrouver l'absorbant. On enlève l'eau qui est traitée et on a l'absorbant. Pareil avec les charbons actifs, ils ne se dissolvent pas dans l'eau. Donc, après un certain temps, après l'opération de traitement, par décantation ou alors par filtration, on peut régénérer l'absorbant. Après, je vais prêcher pour ma chapelle. Il y a les matériaux magnétiques, le Fe3O4, qui peut être un absorbant et qui peut être régénéré facilement juste à partir d'un aimant. Une fois qu'on fait l'opération, on approche l'aimant du réacteur, tout l'absorbant va aller vers l'aimant et puis on pourra éliminer la solution. Bon, Katia, une question, oui ou non? Ouais. Bon, quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a pas un risque de rendre les composés qui sont déjà dans les eaux usées plus toxiques suite à l'oxydation? C'est possible? Non, non. L'oxydation en elle-même ne va pas rendre l'eau plus toxique parce que les produits de l'oxydation, c'est le CO2 et l'eau. Le CO2, il ne va pas rester dissous dans l'eau, il va s'évaporer et l'eau n'est pas toxique. Par contre, il y a un risque en ce qui concerne certains matériaux, certains catalyseurs qui peuvent, par exemple le fer oxyde, on peut avoir relargage de quantité importante de fer ou alors de quantité importante d'argent. Là, ça pourrait effectivement devenir toxique. Bon, j'ai la question du chef de parcours de physique des matériaux de l'Université Marien-Ngouabi. Il dit qu'ils font des études théoriques sur les nanoparticules d'oxyde de graphène pour le traitement des métaux lourds à l'Université de Marien-Ngouabi. Quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour fabriquer de telles nanoparticules à moindre coût pour pouvoir être utilisées au niveau de la sous-région? Bon, déjà, les oxydes de graphène, en général, la synthèse hydrothermale, elle ne coûte pas grand-chose, il faut juste investir dans le réacteur. Avec un réacteur, une bombe hydrothermale et avec un four, on peut, par exemple, synthétiser. Les méthodes de synthèse les moins chères sont les coprécipitations, mais en général, elles ne permettent pas d'obtenir ce type de matériaux.
Donc, il faut d'abord faire une préorganisation du matériau. Ça marche bien avec la synthèse hydrothermale. Et puis derrière, il faut faire la calcination. Le plus important également, c'est de faire les calcinations en absence d'oxygène. Donc, d'avoir la possibilité d'avoir un four où on a un flux continu d'azote. OK, je vais coupler deux questions. Il y a un anonyme qui demande des applications des nanomatériaux en médecine. On sait que c'est nombreux. Si tu peux citer deux applications ou trois. D'accord. Bah, par exemple, en imagerie médicale, on a des agents MRI, Magnetic Resonance Imaging, avec des nanoparticules magnétiques qui permettent de visualiser les organes. Il y a également la photothérapie, parce que les nanoparticules magnétiques, par exemple, pour citer celle-là également, ont un effet d'augmentation locale de la température. Donc, avec ces nanoparticules-là, on peut traiter certaines cellules cancéreuses. Bon, j'ai une question qui va dans tes aspirations. Oui. Quelqu'un demande si on peut appliquer la photocatalyse. Est-ce que c'est déjà applicable dans les usines de traitement au Cameroun? Déjà, je ne sais pas s'il y a des usines de traitement au Cameroun. Oui, est-ce que vous avez un projet dans ce sens? Bon, alors c'est sûr, j'espère. J'espère qu'il y a des usines de traitement au Cameroun, parce que sinon, ce serait très grave. Donc, alors, s'il n'y en a pas, c'est effectivement dramatique, mais ça peut être appliqué. C'est une technologie qui est déjà commerciale et il y a des installations. Évidemment, ça nécessite un certain nombre d'installations. Il y a des photocatalyseurs qui ont déjà fait leurs preuves sur le plan commercial et qui sont utilisés. Que ce ne soit pas encore fait au Cameroun, c'est dommage, mais c'est peut-être une opportunité. Voilà, je vais finir les questions orales écrites avec Fallon, parce qu'il y a quelqu'un qui lève la main depuis. Oui. Donc, je vais résumer. Fallon demande, est-ce qu'il y a une formule magique est-ce qu'il y a un traitement magique africain, c'est-à-dire moins cher, accessible à tous, tu vois, pour à la fois traiter la dépollution des métaux lourds, des particules organiques et autres problèmes. Est-ce que tu as un low cheap recipe? Non. Low cost recipe. Low cost recipe, non. On a des matériaux, on peut utiliser par exemple les déchets. Les déchets sont une mine d'or qu'on n'exploite pas. À partir de nos déchets, on peut préparer des matériaux pour l'absorption ou bien pour la catalyse. C'est peut-être ça qui serait notre richesse, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'utilise pas les déchets. Pourtant, ça peut être une source. Ouais. OK. Il y a Diane vu le peu de temps qu'il nous reste, oui, c'est ça. Stéphane, donc vu le peu de temps qu'il nous reste, peut-être que Laurence peut donner la parole à la personne qui lève la main, Stéphane. C'est de préciser, comme ça on prend une question. Diane, tu peux poser ta question. Voilà, peut-être activer votre micro et comme ça vous pouvez poser votre question. Alors, ma question, c'était concernant les particuliers actuellement. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour aider justement les particuliers à pouvoir avoir cette solution rapidement avant que justement que les différents États puissent mettre ça en place? Qu'est-ce qui pourrait être fait au fait? Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait pour les populations africaines et déjà une éducation à comment est-ce qu'on peut transformer les déchets en matériaux pour le traitement des eaux usées, par exemple, en faisant ne serait-ce qu'un premier tri, un tri sélectif sur les différents matériaux. On peut séparer les composés organiques des autres matériaux qui ne sont pas recyclables et les composés organiques peuvent être transformés. Il y en a qui les transforment en compost, ça peut aider à la fertilisation des sols, mais ils peuvent également être utilisés pour la fabrication d'adsorbants. Évidemment, ce sont des expériences qu'il ne faut pas faire tout seul, mais la constitution de groupes de proximité et le fait d'aller vers les populations, de leur proposer cela, de les sensibiliser, je pense que c'est quelque chose qui peut déjà être fait, surtout dans un système où il faut privilégier les systèmes courts, en fait. Il faut privilégier les circuits courts d'approvisionnement en eau. Parce que chez nous, par exemple, l'eau du robinet, il y a des endroits où pendant 2 semaines, il n'y en a pas. Alors, quand il y a des forages, il faut bien les traiter. Et là, il faudrait que les communautés s'organisent, par exemple,
Avec l'appui des experts, on peut montrer des opérations toutes simples qui peuvent être faites en vue d'améliorer la potabilité de l'eau. Merci beaucoup, Katia. Merci, Diane, pour votre question. Merci à vous tous pour vos questions. Katia, je vais vous poser une dernière question au niveau de la coopération scientifique et technologique entre nos différents pays en Afrique. Évidemment, on ne peut pas arriver, je veux dire, pour que la science, que la recherche joue son rôle dans notre pays, nous devons notamment améliorer la coopération technique et scientifique entre les différents pays. Alors, dites-moi un peu, à votre niveau, comment se passe est-ce que vous développez de la coopération avec d'autres pays africains? Si oui, lesquels? Ou quels sont les challenges ou ce que vous comptez faire? Oui, alors pour le moment, je n'ai pas vraiment de collaboration en matière de recherche avec des laboratoires africains, sauf peut-être celle qu'on va initier avec Stéphane. Grâce à Stéphane, maintenant, il y a une collaboration étroite avec le Congo. À côté de ça, par contre, j'ai eu l'occasion de développer des collaborations sur le plan de l'enseignement avec l'Université de Mans en Côte d'Ivoire, où j'ai dispensé déjà pendant 2 ans des cours au niveau de leur cycle d'ingénieur. La difficulté principale à mettre en œuvre cette coopération internationale, ce sont les financements. Parce que pour avoir une mobilité, il faudrait également que les étudiants soient sponsorisés. Et ce n'est pas toujours évident. J'ai eu des demandes, notamment après les différents cours que j'ai dispensés en Côte d'Ivoire, j'ai eu des demandes d'étudiants qui auraient voulu venir dans mon laboratoire pour des stages, mais j'ai été obligée de décliner parce que je n'étais pas en mesure de les accueillir et de leur donner le minimum physiologique. Donc voilà, en plus du fait que les laboratoires ne sont pas toujours équipés. Et ça, on y travaille. Les difficultés sont surtout de ce côté-là. Donc, avoir des sponsors et avoir également un équipement qui rende le laboratoire décent pour qu'on puisse vraiment parler de projets de collaboration et accueillir des étudiants pour un travail donné. Et puis, d'abord, de la relation entre la recherche et le secteur privé. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vers justement les industriels, est-ce que vous les identifiez, pas seulement au Cameroun, parce qu'évidemment, là, à ce moment-là, il faut s'ouvrir sur l'ensemble du continent. Quelle est votre démarche à ce niveau-là? Alors, c'est très récemment que j'ai commencé à aller à la rencontre des industriels et c'est d'ailleurs Plastic Fisher, ce sont des industriels que j'ai rencontrés dans cette démarche-là. Au Cameroun, ça n'a pas forcément été couronné de succès, mais j'ose croire qu'à l'avenir, notamment grâce à mon association, parce que j'ai une association qui veut justement établir le dialogue entre la communauté scientifique et les acteurs de la société civile, les industriels et également les personnes, les décisionnaires. Avec mon association, nous avons déjà engagé un certain nombre de démarches. On a rencontré plutôt des personnes dans des ministères, mais il est prévu à l'avenir d'aller également rencontrer les industriels pour leur proposer des solutions qui existent pour améliorer leur activité. Super, merci beaucoup Katia. Stéphane, est-ce que tu as un dernier mot? Parce qu'il est temps pour nous de clôturer cette session. J'ai un dernier mot. Katia, s'il te plaît, pense à envoyer un mail au chef de parcours de Marie Ngouabi parce qu'il me demande si une réaction photocatalytique réversible existe. Depuis qu'il est arrivé ici, on a discuté pendant 2 jours, je n'ai pas de réponse. Voilà. Okay. Il vient d'écrire dans le chat encore. D'accord. Tu as son adresse email? Oui. Je pourrais. Merci. Voilà. Tu pourras me la communiquer. Merci. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. Merci Stéphane. Merci beaucoup Katia d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère vous recevoir sans doute à Kinshasa pour peut-être la 10e édition de la Semaine de la science et des technologies qui aura lieu en avril 2023. On sera en tout cas heureux de vous recevoir avec Stéphane qui lui est devenu congolais, c'est clair. Hein? Toujours mon passeport, je n'ai pas encore eu. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce webinaire entre les 2 éditions de la Semaine de la science et des technologies. Donc, moi, je vous donne rendez-vous en avril 2023 pour notre 10e édition, qui est une édition anniversaire, qui va faire le récapitulatif de ce que l'on a fait ces 10 dernières années, avec à nouveau des intervenants extraordinaires comme Katia, comme Stéphane. Merci Katia, merci Stéphane, merci Laurence, qui était dans la technique, qui s'est occupée de ce webinaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Bye.